Les moniteurs de l'unité de soins intensifs n'étaient pas les seuls à émettre des bips cette nuit-là. Le silence était pesant, comme une bombe à retardement. Tout le monde à St. Jude's Memorial pensait qu'Alice était juste une infirmière de nuit, discrète et effacée qui allait chercher le café et subissait les insultes des médecins arrogants, la tête baissée. Ils la traitaient de faible. Ils la traitaient d'invisible. Mais lorsqu'un tireur désespéré armé d'un AR-15 a enfoncé les doubles portes et mis tout le service à genoux, ils ont découvert la terrifiante vérité. Alice n'a pas paniqué. Elle n'a pas fui. Elle a réagi. Et le personnel terrifié a réalisé trop tard que la femme qui changeait les bassins hygiéniques était la personne la plus dangereuse de la pièce. Les néons de l'unité de soins intensifs du St. Jude's Memorial émettaient un bourdonnement sourd et lancinant qui semblait s'insinuer directement dans les tempes d'Alice Miller. Il était 2 heures du matin, un mardi pluvieux à Seattle, le genre de nuit où le froid humide s'infiltrait par les portes automatiques, chaque fois qu'une ambulance arrivait en urgence. Alice ajusta sa blouse bleu sarcelle trop grande, qui pendait librement sur son corps, cachant une silhouette bien plus résistante que du coton doux. Elle avait 34 ans, mais paraissait plus jeune, principalement parce qu'elle ne se maquillait pas et que ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon sévère et pratique. Pour le reste du personnel de nuit, elle faisait partie intégrante du décor, fiable, silencieuse et tout à fait ennuyeuse. Miller Head 4 a besoin d'être changé maintenant. Arrêtez de rêvasser. Cette voix tranchante était celle du docteur Harrison Sterling, le chef de clinique en rotation. Sterling était un homme qui croyait que son diplôme de médecine lui donnait le droit divin de rabaisser toute personne gagnant moins de 100 000 $ par an. Il se tenait près du poste des infirmières, sirotant un espresso, tapotant sa montre de luxe. « Tout de suite, docteur », répondit Alice doucement, d'une voix monocorde. Elle ne le regarda pas dans les yeux. Elle ne le faisait jamais. Le contact visuel invitait à la conversation, et la conversation invitait à des questions sur le passé. Alice ne parlait pas du passé. « Et apportez-moi un nouveau dossier pour l'admission dans 6 heures », ajouta Sterling, sans prendre la peine de la regarder, alors qu'elle passait devant lui. Bon sang, Béatatrice, où les RH l'ont-ils trouvé? Elle se déplace comme un paresseux dans des sables mouvants. Béatatrice, l'infirmière en chef qui travaillait à Sainte-Jude depuis les années 90, eut un rire amer. « C'est une main-d'œuvre bon marché, docteur Sterling. Elle ne répond pas. Elle accepte toutes les heures supplémentaires dont personne ne veut. Mais ne vous attendez pas à ce qu'elle ait de la personnalité. Je pense que la chose la plus excitante qu'elle fasse, c'est tricoter des chaussettes pendant sa pause. » Alice les entendait. Elle les entendait toujours. Son ouïe avait été légèrement endommagée à Kandahar, elle avait un bourdonnement persistant dans l'oreille gauche, mais elle s'était entraînée à filtrer le bruit pour capter des fréquences spécifiques, des chuchotements, le clic d'une sécurité, le bruit distinct des bottes sur le carrelage. Elle entra dans la chambre 4. Le patient, M. Henderson, était un homme âgé qui se remettait d'une grave pneumonie. Il était l'une des rares personnes à regarder Alice avec gentillesse. « Ils te tourmentent à nouveau, Alice. » Il respirait difficilement, la voix rauque. Alice esquissa un sourire rare et sincère qui transforma son visage pendant une fraction de seconde. Elle travaillait rapidement, ses mains bougeant avec une efficacité presque mécanique. Elle souleva l'homme corpulent avec une aisance surprenante pour ajuster ses oreillers. « Tout va bien, monsieur Henderson, les bâtons et les pierres » murmura-t-elle. « Vous êtes trop fort pour une petite chose. » Il l'observait, regardant ses bras se contracter, tandis qu'elle le stabilisait. « Vous faites de la musculation, quelque chose comme ça, » murmura-t-elle. Elle vérifia ses signes vitaux. Son rythme cardiaque était stable. Sa saturation en oxygène était bonne. « Dormez un peu. Je tiendrai les loups à distance. » Elle ressortit dans le couloir, reprenant son rôle de femme invisible. Elle préférait cela. Dans sa vie antérieure, être visible signifiait être une cible. Dans le 65e régiment de Rangers, puis dans des unités spécialisées collaboratives. Techniquement, elle n'avait pas le droit d'en parler, mais rester discret et agir rapidement faisait la différence entre rentrer chez soi et rentrer chez soi dans un cercueil. Elle avait quitté l'armée 3 ans auparavant. La transition avait été difficile. La montée d'adrénaline avait disparu, remplacée par la cruauté banale et systématique du monde civil. Elle avait choisi le métier d'infirmière parce qu'elle voulait sauver des vies plutôt que les prendre. Elle voulait soigner. Mais elle n'avait pas prévu les intrigues politiques. Elle retourna à la station où Sterling racontait bruyamment
Une histoire de golf à une fille nommée Jessica. Alors j'ai dit au caddie, « Si tu me donnes un fer neuf pour ce coup, je vais acheter le club et te virer. » Sterling G. Ford. Alice posa le dossier demandé sur le comptoir. « Voici le dossier de la chambre 6, docteur. » Sterling était agacé que son histoire ait été interrompue. Il lui arracha le dossier des mains, son ongle lui griffant le poignet. Il ne s'excusa pas. Il était temps. La prochaine fois, essayez d'être plus rapide qu'un glacier. Honnêtement, vous vous souciez vraiment de ces patients? Vous n'avez aucun sens de l'urgence. Alice regarda la griffure sur son poignet, une ligne blanche qui devenait rouge. Son pouls ne s'accéléra pas. Sa respiration ne changea pas. Dans son esprit, elle imagina 3 façons différentes de neutraliser Sterling en utilisant simplement le bloc-notes qu'il tenait à la main. Elle refoula cette pensée, l'enfermant dans la boîte mentale qu'elle gardait soigneusement verrouillée au fond de son esprit. « Je ferai mieux, docteur, dit-elle. »« Ouais, c'est ça. Va vérifier l'inventaire dans le placard à fournitures. Tu me déprimes rien qu'en restant planté là. » Sterling la congédia d'un geste de la main. Alice se retourna et se dirigea vers le placard à fournitures situé à l'autre bout du service, près de la sortie de secours. Tout en marchant, elle scruta le couloir. C'était une habitude qu'elle ne pouvait pas perdre. Point de sortie, couverture, ligne de vue. L'hôpital était un cauchemar de verre et d'espaces ouverts. Elle comptait les compresses de gaz lorsque le sentiment la frappa. C'était un picotement dans la nuque, une chute soudaine, de la pression barométrique qui n'avait rien à voir avec le temps. C'était la sensation qu'elle avait avant qu'un engin explosif improvisé ne se déclenche ou qu'une embuscade ne soit lancée. Quelque chose n'allait pas. Elle s'arrêta, une boîte de solution saline à la main. L'hôpital était bruyant, mais le rythme avait changé. Les portes automatiques de l'entrée principale des urgences, au bout du long couloir de l'unité de soins intensifs, s'étaient ouvertes dans un sifflement et étaient restées ouvertes. Puis vint le cri. Ce n'était pas un cri médical, ni un cri de douleur causé par une fracture ou un calcul rénal. C'était un cri de terreur primitive. Le cri fut interrompu par un son que toute personne ayant passé du temps dans une zone de guerre reconnaîtrait sans hésitation, mais qui était totalement étranger au personnel de St. Jude. Crac, boum, 2 coups de feu, de gros calibre semi-automatique. Alice laissa tomber la boîte de solution saline. Elle heurta le sol, mais elle était déjà en mouvement. Elle ne courut pas dans le couloir comme une civile paniquée. Elle se déplaça vers le bord du cadre de la porte, coupant la pièce en 2, jetant un œil à l'extérieur. Au bout du couloir, près de la connexion avec la salle d'attente des urgences, le chaos avait éclaté. Les infirmières se bousculaient, laissant tomber des plateaux. Les patients se réveillaient, confus. « Qu'est-ce que c'était » cria Béatatrice depuis le poste des infirmières. « Qui a laissé tomber quelque chose ? Baissez-vous » La voix d'Alice retentit. Ce n'était plus la voix douce et timide de l'infirmière de nuit. C'était un ordre aboyé depuis le diaphragme, projeté avec l'autorité d'un sergent. Béatatrice cligna des yeux, stupéfaite. « Excusez-moi, on ne crie pas sur vous. » Puis le tireur entra dans l'unité de soins intensifs. Il était grand, peut-être un Kakalavanzi, vêtu d'un trench coat vert trempé et de lourdes bottes. Il tremblait, vibrant d'un mélange de rage et de narcotique. Dans ses mains, il tenait un fusil de type AR-15 avec une crosse modifiée. Il ne le tenait pas avec une précision militaire. Il le serrait de toutes ses forces, balançant le canon sauvagement. « Que personne ne bouge !» hurla l'homme. Sa voix était aiguë et désespérée. « Je veux le docteur. Je veux celui qui l'a tué. » Le docteur Sterling, qui riait encore de sa partie de golf 10 secondes plus tôt, devint livide. Il laissa tomber sa tasse de café. Elle se brisa en 1000 morceaux qui roulèrent sur le linoléum. Je dis « Que personne ne bouge !» Le tireur tira une balle dans le plafond. De la poussière et des morceaux de plâtre tombèrent en pluie. Le bruit assourdissant résonna dans l'espace confiné. Jessica hurla et se jeta sous le bureau. Béatatrice est restée figée, la bouche grande ouverte, son bloc-notes serré contre sa poitrine comme un bouclier. Alice s'est retirée dans l'ombre de la porte du placard à fournitures. Elle a pris une inspiration. 4 secondes. C'est le temps qu'il lui faudrait pour scanner la pièce. Évaluer la menace. Une personne hostile. État mental inconnu. Forte probabilité d'abus de substance ou de crise psychotique. Arme de type AR. Doigt sur la gâchette.
Aucune discipline au niveau de la gâchette. Imprévisible. Elle regarda autour d'elle. Elle n'était pas armée. Elle portait une blouse. Son arme se trouvait à 30 mètres, dans un coffre-fort. Le tireur se dirigea vers le poste des infirmières. Il attrapa un chariot roulant et le renversa, faisant tomber les instruments dans un grand bruit. « Ma femme est venue ici il y a 3 jours. » Le tireur rugit, les larmes coulant sur son visage. Elle avait mal au ventre. Vous l'avez renvoyée chez elle. Vous avez dit que c'était des gaz. Elle est morte. Son appendice a éclaté et elle est morte. Il a pointé son fusil vers le docteur Sterling. Sterling a levé les mains, tremblant si violemment que ses genoux s'entrechoquaient. « S'il vous plaît, balbutia Sterling. Je ne sais pas qui vous êtes. Je vois tellement de patients. Vous avez signé le formulaire de sortie. » Le tireur a fouillé dans sa poche, a froissé un morceau de papier et l'a jeté à Sterling. Dr H. Sterling. C'est vous, n'est-ce pas? Espèce de riche connard prétentieux. Alice observait la scène à 6 mètres de distance. Elle connaissait cet homme? Pas personnellement, mais elle connaissait le genre. Il avait dépassé le stade de la raison. Il était en phase de négociation avec son chagrin, et sa monnaie d'échange était la violence. Si personne n'intervenait, Sterling allait être exécuté devant le personnel. Alice scruta à nouveau le couloir. Il n'y avait aucun agent de sécurité en vue. Les agents de sécurité de l'hôpital étaient des policiers à la retraite ou des étudiants armés de tasers et de lampes torches. Ils n'allaient même pas s'opposer à un fusil. La police était à au moins 5 à 7 minutes. Sterling avait peut-être 30 secondes. Alice regarda les étagères à côté d'elle. Du sérum physiologique, des bandages, des seringues. Rien de tactique. Puis son regard se posa sur le chariot d'urgence garé juste à côté du placard à fournitures. Au-dessus se trouvait un lourd défibrillateur portable et une bouteille d'oxygène en métal. Elle devait réduire la distance. « Je peux vous expliquer. » Sterling pleurait de l'urine, tachant le devant de sa blouse. « S'il vous plaît, monsieur. Nous pouvons consulter le dossier. Nous pouvons... » Elle est morte. Le tireur arma le coulisseau, même si une balle était déjà dans la chambre, éjectant une balle réelle sur le sol. « Vous n'avez pas à vous expliquer. » Il leva le fusil, visant directement la poitrine de Sterling. « Hé !» La voix venait du placard à fournitures. Ce n'était pas un cri. C'était un appel calme et net. Le tireur fit pivoter le canon, s'éloignant de Sterling. Alice sortit. Elle leva les mains, paumes ouvertes, doigts écartés. Elle marcha jusqu'au milieu du couloir, s'exposant complètement. Elle se transforma en cible. « Qui êtes-vous » cracha le tireur en pointant son fusil vers elle. « Je m'appelle Alice, » dit-elle. Sa voix était calme, hypnotique. Elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne suis qu'une infirmière. »« C'est moi qui ai nettoyé la chambre de votre femme après son départ. Je me souviens d'elle. C'était un mensonge tactique destiné à créer une pause, une perturbation de la boucle UDA. Observer, orienter, décider, agir. » Elle perturbait sa boucle. « Vous vous souvenez d'elle ?» Le tireur cligna des yeux, sa rage vacillant pendant une fraction de seconde. Elle avait les yeux bleus. Alice mentit à nouveau, s'approchant d'un pas. Elle était désormais à 4,5 mètres. Elle parla de son mari. Elle dit qu'il l'aimait beaucoup. Elle dit que les lèvres du tireur tremblaient. Le fusil s'abaissa d'1 centimètre. Derrière le bureau, Béatatrice faisait des gestes frénétiques avec sa chaussure, essayant de faire courir Alice. Sterling était recroquevillé en boule, sanglotant. « Elle l'a fait, » dit Alice. Elle fit un autre pas, 3 mètres. Elle ne voudrait pas ça, David. Elle devina un nom. Ou plutôt, elle vit le nom brodé sur sa chemise de travail sous son trench coat. David's Auto Repair. « Je m'appelle David, » murmura-t-il. « Je connais David. »« Posez votre arme. Parlons d'elle. Ça marchait. » La désescalade fonctionnait. Les muscles d'Alice étaient tendus, prêts à bondir s'il relâchait son étreinte. Mais alors, les doubles portes derrière Alice s'ouvrirent brusquement. Un jeune agent de sécurité terrifié, âgé d'environ 19 ans, trébucha en entrant, cherchant à tâtons son étui. « Lâchez votre arme !» cria le jeune homme, la voix cassée. Le charme était rompu. Les yeux de David s'écarquillèrent. La rage revint, plus intense qu'auparavant. « C'est un piège !» hurla David. Il ne regarda pas le gardien. Il regarda Alice se sentant trahie.
Menteuse. Il balança la crosse du fusil, frappant Alice à la mâchoire. Le coup était maladroit mais violent. Il fit basculer Alice en arrière. Elle heurta le sol violemment, goûtant le sang. Le monde tournait. « Personne ne part !» hurla David en tirant 3 coups de feu, à l'aveuglette vers la sortie. Le garde de sécurité poussa un cri et se précipita vers la porte. David courut vers la porte principale et verrouilla le système de verrouillage manuel, puis traîna un lourd classeur devant. Il se retourna vers la pièce, haletant. Il regarda Alice qui essuyait le sang de sa lèvre. « Lève-toi » siffla-t-il en pointant son arme sur sa tête. « Lève-toi et va rejoindre les autres. Si tu essaies de me tromper à nouveau, je tuerai la première personne que je verrai. » Alice se leva lentement, la mâchoire endolorie. Elle sentit la dent déchaussée avec sa langue. Elle regarda David, puis le personnel terrifié, puis le docteur Sterling tremblant. Elle baissa la tête, reprenant la posture de l'infirmière de nuit soumise. « D'accord, David, murmura-t-elle. Je suis désolée. » Mais alors qu'elle rejoignait le groupe, la tête baissée, son regard était dur comme la pierre. Le temps des discussions était révolu. Le loup était réveillé. Le silence qui s'était abattu sur l'unité de soins intensifs était plus lourd que le tablier de plomb dans l'aile des rayons X. C'était un silence statique suffocant, seulement rompu par le sifflement rythmique des ventilateurs et la respiration haletante et superficielle des otages blottis près du poste central des infirmières. David les avait rassemblés. Le docteur Sterling, Béatatrice, l'interne terrifiée, Jessica. 2 autres infirmières de nuit, Chloé et Marc, et Alice formaient un groupe serré sur le sol derrière le comptoir élevé. Cela donnait l'illusion d'une protection, mais Alice savait bien que ce n'était pas le cas. Les cloisons sèches et le stratifié n'arrêteraient pas une balle de 5,56. David faisait les 100 pas. La montée d'adrénaline qui avait alimenté son assaut initial s'estompait, remplacée par une fatigue nerveuse et paranoïaque. Il transpirait abondamment, s'essuyait les yeux avec la manche de son trench-coat et tremblait malgré la chaleur. Chaque fois qu'un téléphone sonnait à un bureau éloigné, il sursautait et braquait son fusil vers le bruit. « Arrêtez de me regarder !» cria-t-il à Marc, l'infirmier, qui avait simplement levé les yeux. Marc baissa rapidement les yeux vers le sol. Alice était assise légèrement à l'écart du groupe, le dos appuyé contre un classeur. Pour les autres, elle semblait abattue, affalée, se tenant la mâchoire enflée. En réalité, le sergent Alice Miller scrutait son secteur. Elle ne regardait pas le sol, les yeux mi-clos, elle cartographiait la pièce. Elle comptait les pas. Distance jusqu'à David, 3,5 mètres, marchant actuellement d'ouest en est. Distance jusqu'au chariot d'urgence, 2,5 mètres à 2 heures. Distance jusqu'au docteur Sterling, 1 mètre. Il est inutile, un handicap, il va bientôt hyperventiler. Elle bougea la mâchoire. La douleur était vive, perturbante. Tant mieux. La douleur permettait de rester ancrée. La douleur permettait de rester éveillée. Elle utilisa sa langue pour tâter le morceau de mer qui se détachait. Il faudrait l'enlever, mais pas maintenant. Dehors, le monde se réveillait dans un cauchemar. Des lumières rouges et bleues peignaient les fenêtres striées de pluie de traits frénétiques. Les sons étouffés des sirènes et des mégaphones pénétraient à travers la vitre. Un téléphone sonna sur le bureau du poste des infirmières. C'était la ligne interne. Il sonna 10 fois avant que David ne crie de frustration et n'attrape le combiné. « Quoi ?» Alice écouta attentivement la conversation à sens unique. « Je ne veux pas vous parler. »« Non, je me fiche de savoir qui vous êtes. »« Capitaine Mike O'Connell. »« Tant mieux pour vous, capitaine. C'est vous qui avez tué ma femme ?»« Non. »« Alors taisez-vous. »« Négociateur. » Phase 1. Ils essayèrent d'établir une base de référence. Le calmer. Établir un rapport. Alice connaissait le capitaine O'Connell de réputation. C'était un bon policier, expérimenté, membre du SWAT de Seattle, mais David était trop brut, trop loin pour que les tactiques de négociation standard fonctionnent rapidement. « Je veux les équipes de télévision » hurla David au téléphone. « Je veux que tout le monde sache ce qui s'est passé ici. Vous avez 1 heure pour faire venir les caméras.
Sinon, je commence par le docteur. » Il raccrocha le téléphone si violemment que le boîtier en plastique se fissura. Il tourna son regard fou vers Sterling qui poussa un gémissement aigu et tenta de ramper sous le bureau. « Regardez-le » ricana David en pointant le canon de son fusil. « Le grand guérisseur. Vous avez tué ma Jenner. Vous ne l'avez même pas examiné. Vous étiez trop occupé à flirter avec les infirmières. Je le jure. » Sterling sanglotait, les mains jointes en prière. « J'ai fait une erreur. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, j'ai des enfants. Ne me tuez pas. » David donna un coup de pied dans les côtes de Sterling. Ce n'était pas un coup mortel, juste méchant. Sterling se recroquevilla, haletant. Béatrice, l'infirmière responsable, prit la parole, la voix tremblante mais courageuse. « Monsieur, s'il vous plaît, il a peur. Nous avons tous peur. Vous avez fait passer votre message. Laissez-nous nous occuper des patients. Certains ont besoin de médicaments. » David se retourna brusquement vers elle. « Personne ne bouge. Les patients peuvent attendre. Ma femme a attendu 3 heures dans votre service des urgences, alors que son appendice avait éclaté. Ils peuvent attendre. » Alice observait la scène. Béatrice était courageuse, mais elle mettait les pieds dans le plat. Alice devait prendre le contrôle de la situation dans la pièce avant que David ne décide de faire un exemple de quelqu'un juste pour évacuer sa frustration. Elle leva lentement la main comme une élève en classe. « David, » dit-elle doucement. Il tourna son fusil vers elle. « Tais-toi. Je t'ai dit de te taire, menteuse. Je suis une menteuse. » Alice acquiesça, gardant la voix basse, l'obligeant à tendre l'oreille pour l'entendre. C'était une tactique de contrôle. « J'ai menti pour essayer de t'arrêter. Mais je ne mens pas maintenant, j'ai besoin d'aller aux toilettes. C'était absurde, c'était banal, c'était humain. Cela rompait avec le drame intense de son fantasme de vengeance. » David cligna des yeux, perplexe. « Quoi ? » ?»« J'ai peur, David. J'ai fait pipi dans ma culotte quand tu m'as frappé. Je dois aller aux toilettes. C'est juste là. » Elle désigna les toilettes du personnel, juste à côté du poste des infirmières. David la fixa du regard. Il voyait une femme effacée, le visage meurtri, humilié. Il ne voyait pas la rangée calculatrice. « Très bien, » dit-il d'un ton dégoûté. « 2 minutes. Si tu fais quoi que ce soit, je tire sur l'interne. » Jessica laissa échapper un cri étouffé. Alice se leva lentement, en appuyant sur sa jambe gauche comme si elle était blessée. Elle se traîna vers les toilettes. En passant devant le chariot d'urgence, elle trébucha et se rattrapa au plateau métallique. « Quelle idiote maladroite !» marmonna David en lui tournant le dos pour recommencer à faire les 100 pas. En une fraction de seconde, la main d'Alice bougea à une vitesse fulgurante. Elle ne saisit pas une arme. Elle prit un petit paquet enveloppé dans du papier d'aluminium dans le tiroir supérieur du chariot et le cacha dans sa paume. Elle entra dans les toilettes et verrouilla la porte. Elle n'utilisa pas les toilettes. Elle ouvrit le robinet pour couvrir le bruit. Elle se regarda dans le miroir. L'ecchymose sur sa mâchoire était violette. Elle ouvrit sa paume. Un scalpel à usage unique, une lame numéro 10, petite et tranchante comme un rasoir. Elle le déballait silencieusement, jetant le papier d'aluminium à la poubelle. Elle glissa la petite lame dans la ceinture de sa blouse contre le creux de son dos. Ce n'était pas grand-chose contre un AR-15, mais c'était une option. Elle regarda la bouche d'aération au plafond, trop petite. La fenêtre était en verre renforcé. Aucune issue. Elle ferma le robinet et sortit des toilettes, retournant à sa place sur le sol, reprenant sa posture de soumission terrifiée. « C'est mieux ?» ricana David. « Oui, merci, David » murmura-t-elle. Elle se rassit. Elle avait mené à bien une patrouille de reconnaissance et s'était procuré une arme secondaire sous le nez de l'ennemi. Le champ de bataille était prêt. Il ne lui restait plus qu'à attendre l'inévitable escalade. 1 heure s'écoula lentement. L'air dans l'unité de soins intensifs devint vicié, imprégné de l'odeur de la peur, de la sueur, de l'urine et du goût métallique du sang provenant de la bouche d'Alice. Le téléphone sonnait toutes les 10 minutes. Le capitaine Hounel essayait de faire parler David, mais celui-ci ne faisait que s'agiter davantage. Les équipes de journalistes n'étaient pas arrivées assez vite à son goût. Cependant, la véritable crise ne venait pas de l'homme armé. Elle venait de la chambre 4. Une alarme stridente et rythmée se mit à retentir dans la chambre de M. Henderson. Bip, 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 bip.
C'était l'alarme de déconnexion du respirateur. « Qu'est-ce que c'est » cria David en se retournant pour chercher la source du bruit. « Éteignez-la » Béatatrice se précipita vers l'avant. « C'est M. Henderson. Son tube respiratoire s'est détaché. Si je ne le répare pas, il va suffoquer dans quelques minutes. Assieds-toi » rugit David en pointant son fusil vers sa poitrine. « Il va mourir » supplia Béatatrice, les larmes coulant sur son visage. « Il n'a rien à voir avec ça. C'est juste un vieil homme atteint de pneumonie. » David était en proie à l'indécision. C'était un mari en deuil, pas un tueur de sang-froid. Du moins, pas encore. Le bruit le rendait fou. Sterling était recroquevillé en position fétale, les mains sur les oreilles. Inutile. Alice savait que le moment était venu. La boucle udale se fracturait à nouveau. David était submergé par les stimuli. Elle se leva, pas lentement cette fois, avec détermination. « Je vais le faire, » dit Alice. Sa voix n'était pas forte, mais elle couvrait l'alarme. J'ai dit « Assieds-toi ». David s'avança vers elle, enfonçant le canon du fusil dans son sternum avec suffisamment de force pour lui faire des bleus. Alice ne broncha pas. Elle le regarda droit dans les yeux. Le masque de soumission de l'infirmière de nuit glissa pendant une fraction de seconde, révélant l'acier qui se cachait dessous. « David, cet homme est en train de se noyer dans ses propres poumons. Tu es en colère contre les médecins qui ont laissé mourir ta femme. Veux-tu être l'homme qui laisse mourir un grand-père innocent simplement parce que tu as peur ?» C'était un pari. Un pari psychologique énorme qui remettait en question sa perception de lui-même. David hésita. L'alarme était implacable. Bip, bip, bip. « Si tu fais un pas vers la porte, je te tire dessus. » Il grogna, mais baissa légèrement son fusil. « Je vais juste dans la chambre 4. Tu peux me surveiller tout le temps. Tu peux te tenir juste derrière moi avec ton arme pointée sur ma tête. Mais je dois y aller maintenant. » Sans attendre sa permission, elle se retourna et se dirigea vers la chambre 4. Ce furent les 6 mètres les plus longs de sa vie. Elle sentait la chaleur du canon du fusil à quelques centimètres de sa colonne vertébrale, tandis que David la suivait de près en marmonnant des jurons. Elle entra dans la chambre. M. Henderson se débattait faiblement, le visage bleu foncé. Il avait toussé violemment et délogé le tube du ventilateur de son site de trachéotomie. Alice agit avec une efficacité rodée. « Tout va bien, monsieur Henderson, je m'occupe de vous. » Elle prit le cathéter d'aspiration pour dégager le bouchon de mucus qui avait provoqué la quinte de toux. David se tenait juste derrière elle, le canon du fusil appuyé contre le côté de sa tête juste au-dessus de son oreille. Elle pouvait sentir l'odeur de l'huile à fusil, la sueur rance de sa peur. « Dépêchez-vous, » siffla David. Alice l'ignora. Elle aspira les voies respiratoires. M. Henderson halta. Elle reconnecta le tube au collier trachéal. La machine détecta la connexion, donna un souffle stabilisateur et l'alarme se tut. Le silence soudain était déconcertant. M. Henderson reprit peu à peu des couleurs. Il ouvrit faiblement les yeux et regarda Alice, puis l'homme qui tenait le fusil contre sa tête. « Tout va bien », murmura Alice au patient en lui caressant le front d'une main. De l'autre main, elle devait effectuer une deuxième action. Elle avait besoin d'un multiplicateur de force. Le scalpel était son dernier recours. La pièce était sombre, éclairée uniquement par les moniteurs. À côté du lit se trouvait une bouteille d'oxygène portable très résistante, posée sur un support métallique à roulettes. Elle était en acier, mesurait environ 90 cm de haut et pesait plus de 7 kilos. Alors qu'elle se penchait sur M. Henderson pour ajuster son oreiller, elle heurta le support de la bouteille avec sa hanche. Il fit un bruit métallique. « Attention !» lança David en pointant son arme vers sa tête. « Désolé, l'espace est restreint » marmonna Alice, mais le choc était calculé. Elle avait légèrement tourné le support. La lourde bouteille en acier se trouvait désormais à quelques centimètres de sa main droite, sa valve supérieure tournée vers l'extérieur. Ce n'était plus un équipement médical. C'était une arme lourde et mortelle. « Il est stable » dit Alice en se redressant. « On peut y retourner maintenant. » David l'attrapa brutalement par le bras et la poussa vers la porte. « Bouge. » Ils retournèrent vers le poste des infirmières. L'atmosphère avait changé. David avait l'impression d'avoir perdu le contrôle en la laissant agir.
et il avait maintenant besoin de le reprendre. Lorsqu'ils atteignirent le groupe d'otages, David poussa Alice violemment. Elle trébucha sur les jambes de Sterling et tomba à quatre pattes. « Tu te crois maligne, hein » hurla David, la voix cassée. Il se pencha sur elle. « Tu te crois courageuse » Il leva la crosse du fusil pour la frapper à nouveau. Crash! Le bruit venait des portes principales de l'unité de soins intensifs, derrière la barricade de classeurs. Le verre vola en éclats. Quelque chose de lourd heurta le cadre métallique. La police passait à l'action. Une diversion. David se retourna vers les portes, hurlant de panique, tirant 2 coups de feu dans la barricade. C'était prématuré. La brèche n'était pas prête. Ce n'était qu'un bruit destiné à le déstabiliser. Mais cela suffit. Alors que David avait le dos tourné, distrait par le bruit à la porte, Alice ne se recroquevilla pas. Elle ne pleura pas. Elle s'est mise en position accroupie, ses muscles tendus comme des fils à haute tension. Sa main s'est posée sur le bas de son dos, ses doigts s'enroulant autour du manche en plastique du scalpel numéro 10. Elle a regardé la distance qui la séparait de David. Non, 80 mètres. Trop loin pour la lame. Il fallait réduire la distance ou trouver une arme plus puissante. Son regard s'est posé sur le chariot d'urgence près des toilettes, puis est revenu vers le couloir menant à la salle 4. Le bruit à la porte s'arrêta. David se retourna brusquement, haletant, les yeux balayant la pièce à la recherche d'une cible sur laquelle déverser sa terreur. Il pointa le fusil directement sur Jessica, la jeune interne. « Ils essaient de me piéger » hurla-t-il. « Je leur ai dit que je tuerais quelqu'un. » Son doigt se crispa sur la gâchette. Alice savait que le temps était écoulé. Le jeu lent était terminé. Elle se propulsa du sol, non pas vers David, mais vers le chariot d'urgence. « Hé !» cria-t-elle d'une voix puissante, comme un ranger, afin d'attirer les tirs. David sursauta et détourna son fusil de Jessica pour viser la cible en mouvement. Alice glissa sur le linoléum comme un joueur de baseball, volant la base, se glissant derrière le lourd chariot métallique juste au moment où David tirait. Bang, bang, bang. 3 balles se plantèrent dans le chariot. Le métal a étincelé, les bouteilles se sont brisées. Le défibrillateur qui se trouvait dessus a explosé dans une pluie de plastique et d'étincelles. Alice a senti une ligne de feu brûlante sur son biceps gauche, une éraflure. « Je vais te tuer !» a rugi David, armant la culasse de son fusil et avançant vers le chariot. Alice s'est blottie derrière le chariot détruit. Elle saignait. Elle était désarmée et venait de peindre une cible géante dans son dos. Mais elle souriait parce que David avait commis une erreur tactique fatale. Il s'était rapproché. Il se trouvait désormais dans la zone de tir et avait oublié la bouteille d'oxygène dans le couloir derrière lui. Elle serra le scalpel. « Allez, David. » Encore 3 pas. L'air dans la salle sentait la cordite et le plastique brûlés. Le silence qui suivit les coups de feu résonnait comme une pression physique contre les tympans. David donna un coup de pied dans un morceau du défibrillateur brisé. Ses bottes craquant sur les débris, il criait des obscénités incohérentes, traînant le canon de l'AR-15 vers l'espace derrière le chariot d'urgence où Alice avait disparu. « Sors de là. Je sais que tu es là. Je vais te mettre une balle dans le ventre et te regarder saigner. » Alice était recroquevillée, en position accroupie, le dos appuyé contre l'acier froid du chariot. Le gris sur son bras brûlait comme un fer rouge, le sang chaud imprégnant sa manche bleu sarcelle. Son cœur ne battait pas à toute vitesse. Il battait à un rythme lourd et délibéré. Boum, boum, boum. Elle ne regardait pas la blessure. Elle visualisait l'anatomie de l'homme qui s'approchait d'elle. Droitier, pied instable, vision tunnel. Il s'attend à une victime recroquevillée. Il s'attend à une infirmière. David contourna le coin du chariot, le fusil levé. « Je t'ai trouvé. » Il ne termina jamais sa phrase. Alice ne se leva pas. Elle explosa vers le haut et vers l'extérieur. Elle ne visa pas l'arme. Elle visa l'espace occupé par l'arme. Sa main gauche, celle qui était blessée, frappa le canon du fusil, le poussant vers le haut et vers la droite.
La chaleur du canon lui brûla la paume. Mais elle serra les dents, bloquant son coude. Bang! Une balle tirée par négligence se planta dans le plafond, les recouvrant tous deux de poussière blanche. Simultanément, Alice enfonça son épaule droite dans le plexus solaire de David. Ce n'était pas une simple poussée. C'était un impact cinétique destiné à arrêter un combattant qui chargeait. David, qui ne s'attendait à aucune résistance, se plia en deux avec un grognement guttural. Mais il était grand, lourd et animé d'une rage psychotique. Il ne tomba pas. Il rugit, libérant sa main gauche de la crosse du fusil pour griffer le visage d'Alice. Ses doigts s'enfoncèrent dans ses yeux, l'aveuglant. « Lâche-moi » hurla-t-il en se débattant. Alice ne paniqua pas. Elle ne voyait rien, mais elle pouvait sentir. Elle sentait la flexion de son poignet. Elle sentait les tendons de son avant-bras. Elle tenait toujours le scalpel dans sa main droite. Elle ne trancha pas. Elle ne visa pas la gorge. Elle accrocha la lame dans le tissu épais de la manche de son trench coat, la plantant dans le muscle de son avant-bras, juste assez profondément pour déclencher un réflexe de recul. David hurla et retira son bras. Alice profita de l'élan. Elle pivota sur son pied arrière, exécutant un balayage qu'elle n'avait pas utilisé depuis la salle de sport de Fort Benning. Elle utilisa son poids contre lui, tordant le canon du fusil, qu'elle tenait toujours, pour le maintenir au sol. Les pieds de David quittèrent le sol. Il s'écrasa sur le linoléum dans un bruit sourd qui fit trembler les potences à perfusion à proximité. Le fusil se détacha et roula sur le sol vers le docteur Sterling terrifié. « Écarte-le d'un coup de pied !» hurla Alice d'une voix rugissante. Sterling resta figé, les yeux rivés sur l'arme. David se relevait péniblement, du sang coulant de son nez, les yeux exorbités. Il chercha à attraper sa botte, un couteau de chasse. Alice n'hésita pas. Elle n'attendit pas qu'il le sorte. Elle fit un pas et lui barra la route. Un coup de genou dans le nerf péronnier commun de sa cuisse le fit tomber à genoux. Avant qu'il ne puisse se relever, elle se plaça derrière lui. Son bras, celui qui saignait, s'enroula autour de son cou. Le étranglement arrière nu. C'était parfait, comme dans les manuels. Elle croisa les mains. Elle serra. Elle coupa les artères corrompues. David se débattit. Il griffa son bras, déchirant le tissu de sa blouse, enfonçant ses ongles dans sa blessure. Alice serra les dents, enfouissant son visage dans le dos de son trench coat pour protéger ses yeux. « Arrête de te débattre », lui murmura-t-elle à l'oreille. Ce n'était pas une menace. C'était un ordre. « Endors-toi, David. » Endors-toi simplement. Le personnel observait, paralysé par la crainte. Ils n'assistaient pas à une lutte. Ils assistaient à l'exécution d'une technique. Les mouvements d'Alice n'étaient pas ceux d'une autodéfense frénétique. C'était une géométrie fluide et violente. Les mouvements de David ralentirent. Ses mains se relâchèrent. Ses jambes donnèrent un coup, puis deux, avant de se détendre. Alice maintint son étreinte pendant 5 secondes supplémentaires sur 2300 à 45 pour s'assurer qu'il était inconscient. Elle le relâcha. Il s'effondra face contre terre sur le carrelage, ronflant doucement. Alice se releva. Elle haletait maintenant. Ses cheveux s'étaient défaits de leur chignon et tombaient en mèches sauvages autour de son visage. Son blouse était déchiré à l'épaule, révélant non seulement la blessure mais aussi autre chose. Sur son deltoïde supérieur, révélé par le tissu déchiré, se trouvait un tatouage. Ce n'était ni un papillon, ni une fleur. C'était un rouleau d'encre noire délavée, enroulé autour d'un couteau de combat Fairbairn-Sykes et d'une étiquette portant l'inscription « Ranger ». Elle baissa les yeux vers le tireur inconscient, puis elle leva les yeux vers le personnel. Le docteur Sterling la fixait, la bouche ouverte. Béatrice se tenait la poitrine. « Sécurisez l'arme », dit Alice en désignant le fusil près de Sterling. Sa voix était neutre, dénuée d'émotion. Le commutateur avait été actionné. « Je, balbutia Sterling. « Ne touchez pas la gâchette. Prenez-le par la sangle. Posez-le sur le comptoir maintenant. » Sterling s'empressa d'obéir. Alice attrapa un rouleau de sparadrap sur le sol. Elle s'agenouilla sur le dos de David.
lui tira les mains derrière le dos et lui attacha les poignets avec le sparadrap, suffisamment serré pour couper la circulation. Ce n'est qu'alors qu'elle s'affaissa contre le chariot d'urgence, serrant son bras ensanglanté. « Le code argent est levé, » dit-elle à la salle silencieuse. « Que quelqu'un dise à la police qu'elle peut entrer maintenant. » La brèche, lorsqu'elle se produisit enfin, fut décevante. Les portes barricadées furent enfoncées. Aucune grenade flash ne fut utilisée. Le capitaine Hounel avait entendu l'appel provenant de la ligne interne que Béatatrice avait finalement décrochée. Mais l'équipe du SWAT entra tout de même avec une efficacité meurtrière. Les mains de la police. « Montrez-moi vos mains !» 6 officiers lourdement armés firent irruption dans la pièce. Fusils levés. Laser traversant la poussière. Ils découvrirent une scène qui n'avait aucun sens. Le tireur était ligoté sur le sol, inconscient. Les otages étaient blottis dans un coin, en sécurité. Et l'hostile, la personne qui se tenait au-dessus du tireur, était une petite femme vêtue d'une blouse imprégnée de sang, qui appliquait calmement un pansement compressif sur son propre bras avec ses dents et une main. « Lâchez le ruban adhésif !» a crié l'officier en chef à Alice. Alice n'a pas bronché. Elle a craché le bout du ruban adhésif, a fixé le bandage et a lentement levé les mains. Elle s'est tenue debout, les pieds écartés, à la largeur des épaules, le menton levé. « Le suspect est maîtrisé », a-t-elle déclaré. « Il a une contusion au lobe frontal due à la chute et un intervalle hypoxique dû à l'étranglement. Il a besoin d'un scanner avant d'être enregistré. Le chef des policiers a cligné des yeux derrière sa visière. Il a légèrement baissé son fusil. « Qui êtes-vous » Le capitaine Hounel entra derrière la pile. C'était un policier chevronné aux cheveux gris qui avait tout vu. Il regarda le tireur, puis le médecin terrifié qui tremblait dans un coin, et enfin Alice. Il vit la blouse déchirée. Il vit le tatouage. Il vit le regard perdu dans le vide qu'il reconnaissait, pour l'avoir vu lui-même lorsqu'il était dans les Marines. « Médecin » demanda O'Connell en désignant son bras. « Infirmière » corrigea Alice. « Ancienne membre du 75e » O'Connell laissa échapper un sifflement admiratif. « Ranger » Pas étonnant qu'il ait l'air d'un bretzel. « Ça va, Ranger ?»« Je vais bien. Mon patient dans la chambre 4 a besoin d'être aspiré à nouveau. Je peux y aller ?»« Vous êtes sur une scène de crime, madame. Vous devez être interrogée. »« Mon patient, » insista Alice, la voix durcissant, « est en vie parce que je l'ai maintenu en vie. Je vais vérifier ses signes vitaux. » Elle baissa les mains et passa devant l'équipe du SWAT. Les hommes lourdement armés s'écartèrent pour la laisser passer. Alors qu'elle examinait M. Henderson, qui était réveillé, et la regardait avec des yeux larmoyants de gratitude, l'adrénaline commença enfin à redescendre. Ses mains se mirent à trembler. La douleur dans son bras devint brûlante. Le docteur Sterling avait retrouvé sa voix. Il se tenait près d'O'Connell et essayait de lisser sa blouse froissée. C'était le chaos total. Sterling disait, d'une voix faussement bravache, « J'ai essayé de le raisonner, je l'ai fait parler. Je pense que j'ai vraiment réussi à désamorcer la situation jusqu'à ce qu'elle l'attaque. Honnêtement, elle nous a tous mis en danger. Elle est instable. » Béatrice, l'infirmière en chef, s'avança. C'était une femme qui n'avait peur de rien, pas même des médecins. « Ferme ta bouche, Harrison, » dit Béatrice. Sa voix résonna dans toute la salle. La pièce devint silencieuse. « Excusez-moi, » haleta Sterling. « Tu as fait pipi dans ton pantalon et tu as pleuré, » dit Béatrice en pointant du doigt sa blouse mouillée. « Tu as proposé de l'aider à nous trouver s'il te laissait partir. Je t'ai entendu. Nous t'avons tous entendu. » Elle se tourna vers le capitaine O'Connell. « Cette femme, » dit-elle en désignant Alice, qui essuyait le visage de M. Henderson, « est la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas tous morts. Elle s'est jetée 2 fois dans la ligne de tir. Elle a pris une balle et l'a neutralisée à main nue, pendant que ce lâche, dit-elle en désignant Sterling, essayait de se cacher sous un bureau. O'Connell regarda Sterling avec un mépris non dissimulé. « Est-ce vrai, docteur ?» Sterling rougit. « Je suivais le protocole. L'instinct de survie, c'est... »« Faites-le sortir d'ici, » ordonna O'Connell à ses agents. « Prenez sa déposition dehors. Je ne veux pas qu'il contamine ma scène de crime. » Alors que Sterling était escorté dehors, essayant de retrouver sa dignité, Alice retourna au poste des infirmières. Elle avait l'air épuisée, toute petite. La tueuse géante avait disparu. L'infirmière de nuit, fatiguée, était de retour. « Alice ?» demanda doucement Béatatrice. Alice leva les yeux.
Je suis désolé pour le chariot d'urgence, Béatrice. Je vais remplir le formulaire de demande pour en obtenir un nouveau. Béatrice se mit à rire. C'était un rire hystérique, entre deux sanglots. Elle serra Alice dans ses bras, ignorant le sang et la sueur. Idiote. Merveilleuse idiote. Tu peux casser tous les chariots de l'hôpital. La pluie avait enfin cessé à Seattle, remplacée par une pâle lumière solaire qui ne suffisait pas à réchauffer la fraîcheur humide de la ville. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident au St. Jude's Memorial. Mais l'hôpital vibrait encore d'une étrange énergie nerveuse. Les cicatrices physiques de la nuit s'estompaient. Les impacts de balles dans les cloisons sèches de l'unité de soins intensifs avaient été rebouchés et repeints dans le même beige stérile. Le verre brisé des portes principales avait été remplacé par des vitres renforcées, mais la topographie psychologique du service avait changé de façon permanente. Alice Miller gara sa berline rouillée dans le coin le plus éloigné du parking réservé au personnel. Elle resta assise un moment, le moteur ronronnant en refroidissant, agrippée au volant. Son bras gauche était raide. Les éclats de l'AR-15 avaient été nets. Une blessure superficielle chanceuse, selon le médecin des urgences qui l'avait recousue, mais il palpitait chaque fois que la pression barométrique baissait. Elle ajusta la manche longue de son sous-vêtement thermique. Elle le portait désormais sous sa blouse, non seulement pour se réchauffer, mais aussi pour couvrir le bandage et l'encre qui avait suscité 1000 murmures. Elle prit une profonde inspiration, respirant l'odeur du bitume humide et des gaz d'échappement, puis sortit de la voiture. C'était l'heure de la garde de nuit. Entrer dans l'hôpital lui procura un sentiment différent. Avant, elle était comme un fantôme, glissant dans les couloirs sans être vue. Maintenant, tous les regards la suivaient. Lorsqu'elle passa son badge à l'entrée du personnel, le gardien de sécurité, un nouveau venu, un ancien policier costaud, se redressa. Il ne se contenta pas de hocher la tête. Il lui fit un signe de tête respectueux et appuyé. « Bonsoir, madame, » dit-il. « Pas Miller. Pas infirmière, madame. »« Bonsoir, » murmura Alice, en gardant la tête baissée. Le trajet en ascenseur jusqu'à l'unité de soins intensifs fut solitaire, un bref répit avant la tempête. Lorsque les portes s'ouvrirent au 4e étage, le bruit la frappa. Ce n'était pas le bourdonnement habituel du quart de nuit, mais un brouhaha d'activité. Elle se dirigea vers le poste des infirmières. L'ambiance de la pièce s'était inversée. Le docteur Harrison Sterling était parti. Son absence avait laissé un vide qui avait été rapidement comblé par un sentiment de soulagement collectif. Béatrice était au bureau principal, ensevelie sous une montagne de paperasse. Elle leva les yeux lorsqu'Alice s'approcha. Béatrice avait l'air fatiguée, les yeux rougis, mais lorsqu'elle vit Alice, son visage s'adoucit. « Vous êtes revenu » dit Béatrice d'un ton presque surpris. « Le loyer est dû le 1er, » répondit Alice en posant son sac dans un coin. « Et il me reste 3 gardes à faire avant la fin de la période de paix. »« Alice, tu sais que tu peux prendre un congé payé si tu le souhaites, » insista l'administratrice. « Protocole PTSD. » Alice poussa un petit soupir sec. « Je n'ai pas de PTSD à cause de mon travail, Béatrice. J'ai des factures à payer. Donnez-moi du travail. » Béatrice hésita puis fit glisser un bloc-notes sur le comptoir. « Chambre 4. Monsieur Henderson sort demain matin. Il demande à vous voir toutes les heures. »« D'accord, » répondit Alice en se retournant pour partir. Mais les doubles portes de l'aile administrative s'ouvrirent brusquement. Monsieur Vance, l'administrateur de l'hôpital, entra, flanqué de 2 hommes en costume coûteux qui ressemblaient clairement à des avocats d'affaires. Vance était un homme qui transpirait facilement, et à ce moment-là, son front brillait. « Madame Miller », appela M. Vance d'une voix tonitruante, feignant la convivialité. « Justement, c'est vous que nous cherchions. » Le poste des infirmières devint silencieux. Les autres infirmières, Chloé, Marc et la nouvelle recrue, firent semblant de travailler. Mais leurs oreilles étaient tendues, comme des antennes paraboliques. Alice s'arrêta. Elle ne se retourna pas complètement, mais se contenta de tourner légèrement le corps. « Monsieur Vance, ces messieurs sont du service de gestion des risques et du service juridique, » dit Vance en désignant les hommes en costume. « Et nous avons des nouvelles. De bonnes nouvelles. » Il sortit une épaisse enveloppe de la poche de sa veste.
Tout d'abord, le conseil d'administration de l'hôpital a voté à l'unanimité pour vous décerner la médaille du courage de St. Jude. Une cérémonie aura lieu jeudi prochain. Le maire souhaite y assister. Les médias locaux, tout le tralala. Alice fixa l'enveloppe. Elle ne la prit pas. Et Vance poursuivit. Nous vous proposons une promotion, celle de directrice de la sécurité et de la préparation aux situations d'urgence. C'est un travail de bureau, Madame Miller. Un salaire à 6 chiffres. Plus de bassins hygiéniques. Vous superviserez les nouveaux protocoles en cas de tireur actif. La salle retint son souffle. C'était le ticket gagnant, le parachute doré qui la sortirait du travail ingrat. Alice regarda Vance, puis les avocats qui la regardaient avec lassitude, comme si elle risquait de leur briser le cou s'ils faisaient un mouvement brusque. Ils avaient lu le rapport de police. Ils savaient ce qu'elle avait fait à un homme de 220 livres vêtu d'un trench-coat. « Non, » dit Alice. Vance cligna des yeux. « Je suis désolé. Je ne veux pas de médaille. Je ne veux pas de cérémonie. Et je ne veux surtout pas m'asseoir à un bureau pour rédiger des protocoles que personne ne lit. Mais le salaire, monsieur Vance, interrompit Alice, baissant d'une octave, devenant cet instrument froid et précis qu'elle avait utilisé pendant le siège. Je ne l'ai pas fait pour l'hôpital, je ne l'ai pas fait pour vous, je l'ai fait parce qu'il y avait une menace dans mon secteur et que je l'ai neutralisée. Si vous me mettez sur scène, je m'en irai. Si vous essayez de faire de moi une mascotte, je démissionnerai. L'un des avocats se pencha et murmura quelque chose à l'oreille de Vance. Vance rougit. « Et le docteur Sterling ?» demanda Alice. « C'est la seule nouvelle qui m'intéresse. » Vance s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Oui. Eh bien, l'enquête interne combinée aux conclusions de la police concernant la femme de David. C'était accablant. Les privilèges du docteur Sterling ont été révoqués de façon permanente. Le conseil médical examine sa licence en ce moment même. Il fait face à des accusations de négligence criminelle. « Bien, » dit Alice. « Alors nous en avons terminé. » Elle tourna le dos à l'emploi à 6 chiffres et au costume. Elle s'éloigna vers la salle 4. Derrière elle, elle entendit Vance bredouiller. Mais elle s'en va. Laissez-la partir. La voix de Béatrice était aussi tranchante qu'un scalpel. Elle a du travail à faire. Et franchement, monsieur Vance, vous la gênez. Alice entra dans la chambre 4. Les lumières étaient tamisées. Monsieur. Henderson était assis dans un fauteuil inclinable, l'air nettement mieux que l'homme au visage bleu qui s'étouffait avec ses propres fluides il y a 2 semaines. Il avait bonne mine et respirait régulièrement. « Je pensais que tu dirigerais cet endroit à présent. » Le vieil homme esquissa un sourire qui plissa son visage buriné. « Ce n'est pas mon style, » répondit Alice en prenant le brassard du moniteur vital. « Votre bras, s'il vous plaît. » Monsieur Henderson tendit son bras. Il la regarda travailler. Ses mouvements étaient les mêmes que d'habitude, efficaces, doux, rythmés. Mais il vit la tension dans sa mâchoire. La façon dont ses yeux scrutaient constamment les coins de la pièce. Même maintenant. « Vous savez, » dit-il doucement, « mon petit-fils est dans les Marines à Camp Pendleton. » Alice s'arrêta regardant l'affichage numérique. « C'est une bonne unité. » « Il m'a parlé des Rangers, » continua Henderson. « Il m'a dit que ce sont eux qui enfoncent les portes pour que les autres puissent passer. Il m'a dit qu'il n'aime pas en parler. » Alice retira le brassard. « Votre petit-fils parle trop. »« Peut-être. Mais il m'a aussi dit que lorsqu'un loup prend sa retraite, il ne devient pas un mouton. Il devient simplement un chien de berger. Il s'assoit sur la colline et observe. » Alice s'arrêta. Elle regarda le vieil homme. Pendant un instant, le masque tomba. L'épuisement, le chagrin de 1000 combats passés, le fardeau d'être la seule personne dans la pièce, à savoir à quelle vitesse la violence pouvait surgir. Tout cela se lisait dans ses yeux. « On se sent seul sur la colline, monsieur Henderson, » murmura-t-elle. « Je sais. » Il tendit la main et lui tapota la main de ses doigts tremblants et fins comme du papier. « Mais les moutons dorment paisiblement parce que vous êtes là. N'oubliez pas cela. » Alice lui serra la main. C'était un point d'ancrage dans un monde qui semblait souvent tourner hors de contrôle. « Dormez un peu, dit-elle, la voix légèrement enrouée. Je serai juste à côté. » Elle quitta la chambre et prit son poste dans le couloir. L'hôpital avait retrouvé son rythme nocturne.
Les polisseuses de sol ronronnaient au loin. Les ascenseurs sonnaient doucement. Chloé, la jeune infirmière qui se moquait autrefois du silence d'Alice, passa avec un plateau de médicaments. Elle s'arrêta. « Salut, Alice. J'ai un patient dans la chambre 7. Il est grand, confus, agressif. J'ai un peu peur d'y aller seule. » Autrefois, Chloé aurait demandé à Marc. Elle aurait demandé à la sécurité. Elle n'aurait jamais demandé à la souris. Alice se détacha du mur. Elle ajusta sa blouse, redressa les épaules. La douleur dans son bras était toujours là. Une douleur sourde, mais ce n'était qu'un bruit. « Je te couvre, dit Alice. »« Quoi » demanda Chloé. « Je te soutiens, corrigea Alice. « Allons-y. » Elles marchèrent ensemble dans le couloir. Alice Miller, l'infirmière de nuit, le fantôme, la gardienne. Elle ne cherchait plus la guerre. Elle ne cherchait pas la rédemption. Elle avait trouvé quelque chose de mieux. Elle avait trouvé un périmètre à défendre, et que Dieu vienne en aide à quiconque tenterait de le franchir. Les portes automatiques au bout du couloir se refermèrent dans un sifflement, scellant le service pour la nuit. Le silence revint, mais il n'était plus pesant. Il était rassurant. Nous croisons souvent des gens chaque jour, le concierge discret, la caissière timide, l'infirmière épuisée, et nous pensons connaître leur histoire. Nous confondons l'assurance avec la faiblesse et la gentillesse avec la soumission. Mais l'histoire d'Alice nous rappelle que la véritable force n'a pas besoin de s'afficher. Elle attend le moment où elle est nécessaire. Le personnel de St. Jude's a appris à ses dépens que la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est pas toujours celle qui parle le plus fort, mais celle qui est entraînée à faire taire le bruit. Qu'auriez-vous fait à la place d'Alice? Auriez-vous risqué votre vie pour des personnes qui vous ont maltraité? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de héros cachés et de karma instantané, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne manquer aucune histoire. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.